Salutations. Retrouvons-nous sur la route de l'histoire constitutionnelle française avec pour arrêt aujourd'hui le Second Empire. La fois précédente, nous étions sur la fin de la Deuxième République, dans une situation quelque peu tendue entre le président Louis-Napoléon Bonaparte et l'Assemblée nationale. Agacé par la situation, le prince-président profite de sa popularité et de la peur d'une énième révolution pour légitimer un coup d'État opéré le 2 décembre 1851. Il dissout notamment l'Assemblée, rétablit le suffrage universel et mate nombre de ses opposants. Quelques semaines plus tard, Bonaparte fait ratifier son coup de force par plébiscite les 20 et 21 décembre, un vote populaire qui lui confie le pouvoir de fonder une nouvelle constitution. Un comité de 5 membres, acquis à sa cause, se charge de la préparer. Et les choses vont vite. Loin des multiples mois de travaux constitutionnels du précédent régime, la nouvelle constitution sort du four dès le 14 janvier de l'année 1852. En même temps, nul besoin d'y passer un temps fou, puisqu'il s'agit surtout de puiser dans les textes constitutionnels du Premier Empire, régimes qui ont d'ailleurs fait l'objet d'une précédente vidéo. L'ambition du prince-président est de renouer avec le césarisme bonapartiste, mais en tenant compte des diverses avancées de société jusqu'ici, ce qui transparaît largement dans le préambule du nouveau texte. Voyons maintenant le cœur et les contours du Second Empire. Vous vous en doutez, l'esprit du texte constitutionnel est très irrigué par la volonté de concentrer beaucoup de pouvoir dans les mains de Louis-Napoléon. Il y a l'idée d'une présidence absolue pour qu'il soit absolument président. De ce fait, au début, point question d'empire, mais toujours d'une république et d'un président responsable devant le peuple, détenteur du pouvoir pour 10 ans. Louis-Napoléon Bonaparte est le chef d'État. Il commande les forces armées, déclare la guerre et conclut les traités. Il a le droit de faire grâce et la justice se rend en son nom. Il a seul l'initiative des lois qu'il sanctionne et promulgue par ailleurs, ce qui revient à dire qu'il dispose d'un droit de veto. Il peut en outre déclarer l'état de siège dans un ou plusieurs départements. Les ministres, les membres du Sénat, du corps législatif et du Conseil d'État, les officiers, les magistrats et les fonctionnaires jurent fidélité au chef d'État. Les ministres ne dépendent que de lui et ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat. Le Conseil d'État reste de la partie. Comme en bon vieux temps, il lui incombe de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique. Il a aussi pour mission de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration. Le Sénat revient au premier plan, notamment en vérifiant la constitutionnalité des lois avant leur promulgation, avant qu'elles ne deviennent effectives. Il perd son nom de Sénat conservateur pour tout simplement s'appeler Sénat. Cet organe a aussi pour fonction de mettre à jour la Constitution par le biais de Senatus Consulta. Il se compose de cardinaux, de maréchaux, d'amiraux, de citoyens exceptionnels élevés au rang de sénateurs. Les sénateurs sont inamovibles et à vie. Néanmoins, leurs fonctions sont en principe gratuites. C'est donc une assemblée de notables, de gens aisés. Et la seule assemblée véritablement législative est le corps législatif. Il ne fait que discuter des lois et ses élus sont désignés par suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans. Le président de la République convoque, ajourne, proroge et dissout le corps législatif. De ce fait, voici comment s'articulent ces différentes institutions. Bonaparte a l'initiative des lois qui sont rédigées par les techniciens du Conseil d'État. Elles sont simplement discutées et votées par le corps législatif sur lequel il a la main. Le Sénat, quant à lui, vérifie la conformité du texte à la Constitution, puis il repart sur le bureau de Bonaparte pour promulgation. Vous l'aurez compris, comme sous le Premier Empire, tous ces organes sont des créatures soumises au prince-président, qui existe pour donner l'illusion qu'il n'est pas omnipotent. La Constitution en place
Bonaparte va consacrer une large part de l'année 1852 à préparer l'opinion de la mutation de régime à venir. Ainsi vont rapidement reparaître en fin d'année les mythiques Senatus Consultes, textes juridiques modifiant la Constitution, pour que le régime renoue concrètement avec le Premier Empire. En novembre, il restaure la dynastie Bonaparte et l'hérédité qu'elle commande. Mais, surtout, le 2 décembre 1852, un an jour pour jour après son coup de force, Louis-Napoléon Bonaparte devient officiellement Napoléon III, empereur des Français, 48 ans après son oncle. Toutefois, suite à une querelle avec le pape, il ne sera jamais sacré. Nous basculons ainsi dans le Second Empire. La nouvelle constitution demeure, mais se voit amendée pour prendre en compte les nouveaux aspects impériaux. Napoléon III, d'accord, mais pourquoi Napoléon le troisième ? Oui, parce que, entre-temps, il n'y a pas eu de Napoléon II. Eh bien, oui et non. Il y a bien eu un Napoléon II, dit l'Aiglon, car l'aigle était un symbole fort chez le premier empereur des Français. D'ailleurs, Napoléon III le rétablira. Lors de sa deuxième abdication, Napoléon Ier avait émis le souhait que son fils soit son digne successeur, chose évidente pour le clan bonapartiste. Mais il n'a pas eu le temps de régner puisque les armées coalisées imposent le retour de Louis XVIII sur le trône de France. C'est la fameuse restauration qui a également fait l'objet d'une précédente vidéo. L'Aiglon passe la plupart de sa vie en exil et meurt en Autriche en 1832 à l'âge de 21 ans. Pour résumer, c'est comme Louis XVII, Tous deux n'ont jamais régné, mais leurs clans respectifs considèrent que c'est le cas, ou plutôt qu'ils ont endossé un temps, même court, le costume de monarque. Vous savez, il s'agit de cette fiction abstraite selon laquelle la personne du monarque, la royauté, existe de manière ininterrompue. Elle est continue, passant instantanément de la personne régnante à son successeur. C'est pourquoi Louis-Napoléon Bonaparte devient Napoléon III et non Napoléon II, considérant son défunt cousin comme véritablement son prédécesseur. Mais cela relève plus de la symbolique, car pour beaucoup d'autres, Louis XVII et Napoléon II n'ont jamais régné de manière effective, ce qui compte entre guillemets pour du beurre. Globalement, si vous avez compris comment ça fonctionnait sous Napoléon Ier, eh bien vous avez compris comment ça fonctionne en gros sous Napoléon III du nom. Et précisons que toute opposition relève de l'utopie, en tout cas au début du régime. Pour autant, l'absence de réelle opposition institutionnelle ne signifie pas absence de contestation. En ce temps-là, Napoléon III reste une figure assez critiquée. Il fait l'objet de pamphlets, d'objections diverses, Victor Hugo figurant parmi ses détracteurs les plus connus. Petit à petit, au tournant des années 1860, l'empereur est mu par la volonté de conserver une adhésion populaire qui, rappelons-le, est cruciale dans le césarisme. À ce titre, l'empereur va, contrairement à son oncle, assouplir le régime en place. Le Second Empire va ainsi se libéraliser progressivement aux abords de 1860 jusqu'à sa chute. Au cours des années 1860, Napoléon III initie des réformes d'importance matérialisées par divers Senatus Consultes. Il rétablit par exemple le dialogue entre le pouvoir législatif et exécutif, avec un droit d'interpellation des ministres de la part du Sénat et du corps législatif. S'ensuit alors une discussion sur le sujet soulevé. Le Sénat peut désormais s'opposer à la promulgation des textes votés et les débats dans les chambres sont publiés au journal officiel pour gagner en transparence. Autre fait notable, l'opposition est moins muselée et se développe, notamment à l'occasion des élections de 1863, avec une progression d'élus républicains, particulièrement dans les grandes villes. Les contraintes pesant sur la presse diminuent, l'empereur libéralise le droit de réunion, désormais dépourvu d'autorisation préalable, et tolère la mise en place du droit de grève. Oui, le droit de grève. Et non, ce n'est pas une blague, c'est bien sous Napoléon III qu'émerge ce droit, par le biais de la loi Olivier en 1864.
Surtout, un important Senatus Consulte intervient en 1870. S'il ne bouleverse pas le texte constitutionnel de 1852, il confirme le fait que le régime impérial devient plus parlementaire. À titre d'illustration, l'empereur finit par partager l'initiative législative avec le Sénat et le corps législatif. Le Sénat discute et vote aussi les projets de loi, ce qui donne un aspect plus bicaméral au pouvoir législatif. Autre exemple, sur proposition de l'empereur, la Constitution peut être modifiée par le peuple. Un plébiscite entérine les derniers apports du Senatus Consulte. Et bien voilà, enfin un régime qui semble fonctionner. Oui, mais lui aussi va finir par s'écrouler. Promis, le prochain va durer un paquet de temps. Et justement, pour la fin du Second Empire, je vais être assez concis. En 1870, notre cher empereur se clash avec la Prusse, grande nation militaire, qui est en partie l'ancêtre de l'Allemagne actuelle. Pour faire rapide, c'est une histoire d'influence géopolitique. Là encore, Prusse et France souhaitent renforcer leur poids sur le continent européen. Et cette antinomie va virer à l'affrontement. Si le règne de Napoléon III, connu à l'instar de son oncle des victoires militaires, n'est pas Napoléon Ier qui veut, la France, insuffisamment préparée, ne parviendra pas à dominer le conflit, qui tournera à l'avantage des Prussiens, supérieur sur bien des aspects. La guerre franco-prussienne, parfois appelée guerre de Sedan ou guerre franco-allemande, se solde par la capture de l'empereur et débouche sur son abdication. C'est là que commence la première des 3 manches du conflit franco-allemand, avec la perte de l'Alsace-Lorraine ou Alsace-Moselle. L'issue du rapport de force conduit également à l'unification de différents États germaniques en un seul et unique empire allemand. Et ce désastre va produire un immense bazar dont il sera question dans la prochaine vidéo. À compter de ce moment-là, la France ne connaîtra plus jamais de monarque à sa tête. L'empereur déchu terminera sa vie en exil en Angleterre, la terre de l'ennemi juré de son oncle, où il décédera en 1873. Du coup, se pose la question suivante. Quel régime politique pour la suite? Sans compter que si nous restons sur un système monarchique, eh bien rentrent en compétition les légitimistes, les bonapartistes, les orléanistes, bref, disons qu'il y aura matière à discussion. Affaire à suivre. Cette vidéo est désormais terminée, merci de l'avoir visionnée. Si jusqu'ici vous appréciez le contenu que je propose, sachez qu'un pouce vers le haut et des commentaires sont toujours grandement appréciés. Et abonnez-vous aussi, pour être tenu informé, car je constate que de nombreuses personnes visionnent mes vidéos sans être abonnées, ce qui est un peu dommage. Recevez mes amicales salutations et rendez-vous au prochain épisode. A plus.